Un think tank dans Écosystème. Je vous propose de découvrir tout de suite l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Bonjour Abdelmalek Alaoui, bienvenue. Vous Bonjour. êtes le président de cet institut depuis 5 ans. C'est quoi le rôle d'un institut, d'un think tank comme celui-là ? Alors, essayer de donner des pistes sur l'avenir, participer au débat public. Et dans les pays qui sont au sud de la Méditerranée, il y a peu de production de connaissances. Et donc, essayer de porter dans le débat public de nouvelles idées. Et pour un think tank comme le nôtre, qui est plutôt libéral, essayer d'apporter au cœur de la décision publique des idées sur comment le Maroc peut se transformer, mais aussi comment notre environnement régional, l'Afrique de l'Ouest, peut progresser, s'industrialiser, être mieux ancré dans la mondialisation, et puis mieux se défendre lorsqu'il y a évidemment des crises qui surviennent. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous produisez des documents, de l'analyse, des outils qui vont servir ensuite aux décideurs, qu'ils soient publics ou privés ? Alors, majoritairement, nous sommes axés sur l'intelligence stratégique. Alors, c'est un mot un peu valise dans lequel il y a beaucoup de choses, mais on est sur des sujets qui sont stratégiques, c'est-à-dire votre émission s'appelle Écosystème. Le Maroc fait partie de l'écosystème français et européen. Et la France fait partie de notre écosystème méditerranéen et africain. Donc nous travaillons sur des sujets précis qui sont comment répartir les clés de valeur sur l'industrie. Lorsqu'il y a par exemple le sujet des délocalisations qui intéresse beaucoup la France, nous on explique que 1 + 1 est égal à 3. Il faut qu'on puisse trouver une clé de répartition et qu'il n'y a pas de substrat ni de soustraction si jamais des industries viennent s'implanter au Maroc, parce que c'est une zone de stabilité, c'est une zone qui a une stabilité macroéconomique et institutionnelle forte. Et puis c'est la passerelle et la digue en même temps. C'est ce carrefour commercial et économique qui est devenu un nouveau dragon africain sous l'impulsion du roi Mohamed VI depuis 20 ans. Et puis c'est également la dernière digue de protection contre les extrémismes, contre l'immigration clandestine, contre les trafics. Et c'est à ce titre que nous pensons que ce dialogue entre les deux rives de la Méditerranée est essentiel. Ouais, ça veut dire que quand vous entendez, et le terme est ô combien à la mode en ce moment, parler de relocalisation, vous essayez de contrer ou en tout cas d'apporter une vision un peu différente ? On n'essaie pas de la contrer, c'est une aberration économique que de parler aujourd'hui de relocalisation. Si l'usine de Renault qui fabrique des Dacia, qui est à Tanger aujourd'hui, était à Poitiers, vous achèteriez la Dacia à 35 000 euros. Donc aujourd'hui, si les industriels s'implantent dans des pays où le coût du travail est moins élevé, c'est qu'il y a un rationnel économique. N'oublions pas que cette entreprise ensuite rapatrie des dividendes vers la France. Et il y a également un paradoxe, parce que la France est en manque d'ingénieurs, par exemple. Et aujourd'hui, si vous êtes un jeune Marocain, que vous sortez d'une des excellentes écoles d'ingénieurs que vous avez au Maroc, vous pouvez avoir un passeport talent en 15 jours. Alors, d'un côté, on voudrait qu'il n'y ait pas d'entreprises françaises qui viennent investir au Maroc, et de l'autre côté, on veut venir l'assécher de ses talents. C'est un paradoxe qui est tout simplement intenable, et souvent des discours politiques qui sont adressés à une opinion publique qui aime bien le mot délocalisation. Alors, dans les mois à venir, il y a des élections au Maroc. En quoi vous apportez, là encore, une réflexion, une analyse autour de ça ? Alors, les élections sont très importantes. C'est les 3e élections après la réforme constitutionnelle de 2011 qui a eu lieu pendant le printemps arabe et qui a épargné le Maroc, qui a réussi à préserver sa stabilité grâce à une meilleure répartition des pouvoirs entre le palais et l'exécutif. Mais ce moment est crucial et très important parce que le modèle de développement marocain doit être redéfini. C'est d'ailleurs un appel du roi qui a créé une commission ad hoc qui s'appelle la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement qui est dirigée par un ancien ministre de l'Intérieur et ambassadeur à Paris. Et ce nouveau modèle de développement doit venir réparer certaines failles de cette croissance qui a été tirée très fortement au Maroc par les infrastructures, par la dépense publique, qui a aggravé les inégalités. Et donc aujourd'hui, il faut pouvoir retrouver le chemin du cœur et de la raison. L'année Covid, cette année de pandémie, là aussi on parle d'intelligence stratégique. Qu'est-ce qui a été mis en place au Maroc face à cette pandémie ? Parce que nous on est très centré sur la France, sur l'Europe éventuellement, et c'est intéressant de savoir ce qui s'est mis en place. Alors,
Au Maroc, il y a eu, je dirais, les bénéfices de la verticalité. Une prise de décision extrêmement rapide, anticipation, projection, mais aussi cristallisation. Beaucoup pensaient que l'administration et la technostructure marocaine, héritée d'un système jacobin français, parce qu'on a été sous protectorat français, étaient incapables de se réinventer et d'avancer très vite. Il y a eu la démonstration du contraire. Le Maroc, dès avril, produisait 10 millions de masques par jour. On a exporté une trentaine de millions vers la France, ce qui a occasionné d'ailleurs à un titre français d'appeler le Maroc le royaume des masques. Mais le Maroc a aussi été précurseur dans le principe de précaution maximum parce qu'on a eu un confinement extrêmement long. Et puis sur la campagne de vaccination, le Maroc a fait le pari de faire partie des essais cliniques du géant chinois Sinopharm. À l'heure où je vous parle, le Maroc est à 18,4% de personnes vaccinées par rapport à sa population. Il est dans le top 10 à côté de 2 pays du G5, du G7 que sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Pour un petit pays qui fait 120 milliards d'euros de PIB, c'est une performance qu'il faut noter. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes? Alors là, si on se projette dans l'avenir, voilà, c'est votre job Oui. à l'Institut marocain d'intelligence stratégique, qu'on ne soupçonnerait pas forcément et qui vont devenir pour vous des enjeux majeurs de la décennie à venir. Indubitablement, il faudra se préparer à ce que la zone sud de la Méditerranée puisse être le récipiendaire d'une grande partie des métiers de la 4e révolution industrielle. C'est là où il y a encore des cols bleus, c'est là où il y a de plus en plus de cols blancs, et donc il y a une véritable construction de valeur dans la communauté de destin entre les deux rives de la Méditerranée. Mais pour vous parler de sujets extrêmement simples et pratiques, dans l'industrie de la pharma, par exemple, où l'on parle énormément de relocalisation, les industriels de la pharmacie européens se sont rendus compte qu'ils étaient surexposés à l'Asie du Sud-Est et que maintenant il faut venir raccourcir les chaînes. Donc il y a une vraie imbrication qui peut être faite avec le Royaume du Maroc, et d'ailleurs les industriels marocains de la pharmacie sont en train de travailler activement à essayer de porter ce projet, de faire du Maroc un hub de la pharma, mais il y a aussi d'autres métiers. Le Maroc aujourd'hui est très intégré dans l'aéronautique, il est également très intégré dans la plateforme méditerranéenne d'automobile. Peu de gens le savent, mais le Maroc est le 3e producteur d'automobiles en Méditerranée. Merci beaucoup, merci Abdelmalek Alaoui. C'était passionnant de découvrir l'Institut marocain d'intelligence stratégique.